Bonjour à toutes et à tous. Nous accueillons aujourd'hui pour cette deuxième session du congrès Math Engines 2020 en ligne un groupe du lycée français de Alger. Donc le responsable de l'atelier, c'est Siem Kasdali, le chercheur, c'est Hassan Boualem, et le groupe d'élèves va nous présenter le sujet qui s'intitule « Un emporte-pièce carré ». C'est à vous, nous vous écoutons. Bonjour et bienvenue à tous à ce congrès de Math Engine réunissant tous les curieux et passionnés de recherche mathématique. Nous sommes un groupe d'élèves de première générale au lycée international Alexandre Dumas à Alger, composé des élèves dont le nom s'affiche à vos écrans. Cela fait maintenant plusieurs mois que notre groupe travaille sur un sujet mathématique problématisé, de façon à y répondre en suivant un raisonnement logique et rationnel. Ainsi, comme montré dans la vidéo à l'écran de manière concrète, ce problème consiste donc à trouver un emporte-pièce carré, de sorte à ce que les coins de ce dernier soient chacun sur les bords d'une pâte étalés aléatoirement au préalable. Le sujet est donc le suivant. La maman de Chloé vient d'acheter un lot d'emporte-pièces et lui demande si elle veut bien l'aider pour faire des sablés. Elle prépare donc 2 boules de pâte. Elle en prend une, l'étale sur le plan de travail et commence par découper des formes avec des emporte-pièces. Chloé, comme sa maman, étale la seconde boule. En regardant la pâte étalée, elle demande à sa mère: peut-on trouver un emporte-pièce de forme carrée, tel que chaque coin soit sur le bord de la pâte? Ainsi, la forme de la pâte n'étant pas précisée, le sujet était donc très vague, et nous a donné pas mal de fil à retordre. Suite à une très longue réflexion, ainsi qu'à de nombreux égarements, nous avons finalement supposé que pour arriver à un quelconque résultat, nous devions donner à la pâte une forme bien précise et démarrer de celle-ci. Comme il nous le fut demandé également, nous avons concentré et poussé nos recherches dans 2 cas précis. Le premier étant que la pâte avait une forme triangulaire et le second, circulaire. Je passe à présent la parole à ma camarade Timsine Lara. La première piste que nous avions menée fut de supposer que trouver la mesure de la hauteur du triangle en fonction des côtés de celui-ci pourrait nous aider à déduire les dimensions du carré. Pour cela, nous avons dans un premier temps décidé de modéliser notre situation par la figure ci-contre afin d'avoir sous les yeux toutes les informations nécessaires concernant notre triangle et sa hauteur. Nous avons ainsi pu observer que cette hauteur, étant perpendiculaire à la base du triangle, forme à son tour deux triangles rectangles, auxquels il est possible d'appliquer le théorème de Pythagore, qui nous a permis de poser que la hauteur h au carré est égale à c carré moins b1 carré. On a ensuite déduit que b1 est égal à la racine de c carré moins h carré. De même, nous avons pu poser que a carré est égal à h carré plus b2 carré. Or, sachant que b2 est égal à b moins b1, on peut poser que a carré est égal à h carré plus b moins b1 au carré. Par la suite, nous avons substitué b1 par l'expression de sa valeur trouvée dans l'étape précédente. Ainsi, nous sommes parvenus, au bout d'un long calcul algébrique, à exprimer en fonction des côtés du triangle la hauteur h. Le rappel est, comme vous pouvez le voir sur le diapo, que h est égal à la moitié de la racine de 2a carré plus 2c carré moins 2a carré c carré sur b carré moins b carré moins a à la puissance 4 c carré sur b carré. Cependant, nous nous sommes rapidement rendus compte que cette valeur, elle seule, ne nous mènerait nulle part, celle-ci ne possédant aucun rapport avec le fait d'inscrire un carré dans un triangle. Ainsi, nous avons décidé de poursuivre nos recherches tout en laissant la formule obtenue sous nos yeux, dans l'éventualité de s'en servir plus tard. Ce qui fut notamment le cas. Nous sommes donc passés à la seconde étape de notre investigation. Bien, donc par la suite, nous nous sommes penchés sur l'étude des angles de cette pâte triangulaire, le but étant de trouver un éventuel lien entre le carré et le triangle dans lequel il est inscrit. On pourra modéliser la situation comme suit. Il est donc question de déterminer les dimensions du carré, et ce, en les exprimant en fonction de celles du triangle dans lequel il est inscrit, afin que le résultat s'applique quelles que soient les mesures de celui-ci. Les longueurs du triangle AB, BC et CA sont connues. À présent, on voudrait savoir s'il est possible de connaître les mesures des angles. Pour cela, nous avons utilisé le théorème d'Al-Kashi, que l'on a découvert cette année. Il s'agit de l'égalité suivante. Elle est valable dans tout triangle ABC et permet de relier la longueur des côtés en utilisant le cosinus d'un des angles du triangle. Donc nous avons AB au carré égale BC au carré plus CA au carré, moins 2 fois BC fois CA fois cosinus de C. De là, nous obtenons le cosinus de C, et pour trouver la mesure de l'angle, il suffit d'appliquer l'inverse cosinus
l'inverse du cosinus. De la même manière, nous obtenons les mesures des deux angles A et B. Nous pouvons donc ajouter ces mesures à nos données. Dans la continuité de notre raisonnement, nous pouvons voir que les deux triangles adjacents au carré sont rectangles. Nous pouvons donc y appliquer les propriétés de la trigonométrie vues au collège, d'autant plus que l'on a déjà déterminé les angles juste avant. On peut établir les relations suivantes, tangente B égale A sur A1 et tangente C égale A sur A2. Et de là, nous obtenons A1 et A2. Nous savons que BC égale A plus A1 plus A2, comme vous pouvez le voir sur la figure ci-contre. Donc en remplaçant A1 et A2 par les expressions obtenues précédemment, on peut arriver à isoler le A et ainsi exprimer la longueur du côté du carré en fonction des données du triangle. Néanmoins, cette démarche ne suffit pas pour répondre au problème. En effet, elle ne nous donne pas concrètement de technique de construction du carré dans le triangle, mais simplement une relation entre angle et longueur. Je vous laisse à présent découvrir les démarches qu'on a adoptées avec mes camarades. Comme vous avez pu le voir, nous avons tout d'abord commencé à travailler en supposant que la pâte était triangulaire. Mais après avoir mené plusieurs investigations et rencontré de nombreuses difficultés, nous avons décidé de diriger nos recherches en partant du principe que la pâte était circulaire et non plus triangulaire. Le problème était alors de savoir s'il était possible d'y faire entrer un carré, de telle sorte à ce que chaque coin de ce dernier soit sur le bord de la pâte, qui, je le rappelle, est circulaire. Évidemment, de manière assez intuitive, on sait qu'un carré peut rentrer dans un cercle, avec chacun de ses coins sur le bord de celui-ci. Le vrai problème est surtout de trouver la formule du côté R du carré. Pour ce faire, nous avons tout d'abord modélisé la figure comme ceci, avec le cercle pour représenter la pâte, ainsi que le carré avec ses coins sur le bord de la pâte pour représenter l'emporte-pièce. On considère aussi que O est le centre du cercle, et donc du carré, que R est le rayon du cercle, et que C est le côté du carré. La pâte étant une forme donnée, son rayon R est forcément connu. Nous recherchons donc une valeur de C en fonction de R. Nous savons que chacun des 4 sommets du carré appartient au cercle. Ces demi-diagonales sont donc des rayons de ce dernier. D'autre part, les diagonales d'un carré étant orthogonales, les deux rayons présentés forment ainsi un triangle rectangle en haut. Alors, selon le théorème de Pythagore, on a C égale la racine de 2R. En supposant que la pâte était circulaire, nous avons non seulement trouvé un résultat correct répondant à notre problématique, mais nous avons également abouti à ce résultat d'une manière beaucoup plus simple et efficace que lorsque nous considérions la forme de la pâte triangulaire. Ce n'est que plus tard que nous avons repris notre idée initiale de pâte de forme triangulaire et que nous sommes allés au bout de notre idée. Tout content d'avoir pu apporter une solution à notre problème, on a, avec beaucoup d'enthousiasme, fait part de nos résultats aux chercheurs qui nous encadrent. Par contre, on n'avait pas fini pour autant. Une question en entraînant une autre, le chercheur nous a demandé de répondre à la même problématique en partant du principe que la pâte prenait cette fois-ci la forme d'un triangle quelconque. On s'est donc posé comme question de recherche finale comment inscrire dans un triangle quelconque un carré ayant deux sommets consécutifs sur un côté du triangle et les deux autres sommets sur chacun des deux autres côtés. On a donc commencé, comme précédemment, par modéliser notre problème comme ceci, avec le triangle quelconque pour représenter la pâte et le rectangle pour représenter le moule qui, je le rappelle, doit être carré. Ce choix, en effet, peut paraître surprenant. Cependant, pour que ce rectangle devienne un carré, il suffit de faire en sorte que ses côtés L et S soient égaux. On commence donc par chercher une formule pour représenter chacun des deux côtés du rectangle. En utilisant la trigonométrie qui nous a été enseignée au collège, on peut facilement affirmer que S égale x1 fois tangente 1, tangente A, et que réciproquement, S est aussi égal à x2 fois tangente C. On peut alors isoler tangente A et tangente C pour obtenir leur valeur. Ensuite, en utilisant le théorème de Thalès sur le côté H et S qui sont parallèles, car ils sont tous les deux perpendiculaires à la droite AC, on peut affirmer que S sur x1 égale H sur B1 et que S sur x2 égale H sur B2. En isolant S ensuite, on a une formule qui nous donne une valeur de S qui vaut x2 fois H sur B2. On remarque alors qu'il nous reste de nombreuses inconnues dans la formule de S qu'on va essayer de trouver avec des données que l'on a déjà. On commence donc encore une fois en utilisant la trigonométrie qui nous a été enseignée au collège par affirmer que cosinus A égale B1 sur C et que cosinus C égale B2 sur A.
Puis, avec le théorème d'Al-Kashi, on peut dire que a au carré égale b au carré plus c au carré moins 2bc fois cosinus a, et que c au carré égale a au carré plus b au carré moins 2ab fois cosinus c. On remplace alors cosinus a et cosinus c par les valeurs que l'on a montrées précédemment, et on isole b1 et b2 pour trouver leurs valeurs. Puis, on essaye de trouver une valeur de h. On utilise alors le théorème de Pythagore pour montrer que h au carré plus b1 au carré égale c au carré, et que h au carré plus b2 au carré égale a au carré. On isole h et on trouve des valeurs qui lui valent racine de c au carré moins b1 au carré égale racine de a au carré moins b2 au carré pour h. Ainsi, on peut pratiquement remplacer toutes les valeurs inconnues dans la formule de S. C'est pour ça que l'on en revient à L. On peut facilement dire que L égale B moins x1 moins x2. Or, précédemment, on a démontré que x1 fois h sur b1 égale x2 fois h sur b2. On cherche alors à exprimer x2 en fonction de x1. On l'isole alors de l'équation précédente pour affirmer que x2 vaut b2 sur b1 fois x1. Ainsi, en remplaçant les valeurs de b2 et b1 parce qu'on a trouvé précédemment, on peut calculer une valeur de L qui vaut b moins 2b au carré sur b au carré plus c au carré moins a au carré fois x1. On remarque aussi que la longueur L est une fonction affine de la longueur x1. Après vous avoir exposé le raisonnement suivi et les calculs effectués, je vous propose à présent l'animation ci-contre, faite à l'aide du logiciel GeoGebra qui nous permet de modéliser nos calculs. Celle-ci montre le passage du rectangle au carré, soit quand L égale S, validé lorsque la longueur des côtés, L et S, atteignent 4,04 dans ce cas. Je vous laisse à présent avec mon camarade qui poursuit avec d'autres explications. Il ne nous reste maintenant plus qu'à trouver une valeur de x1 pour laquelle L égale S. On a juste à faire l'équation L égale S. On réutilise alors les calculs que l'on a fait précédemment pour affirmer et poser b moins 2b au carré sur b au carré plus c au carré moins a au carré fois x1 égale h sur b1 fois x1. On remplace pour les valeurs de s, h et b1 par leurs valeurs qu'on a trouvées précédemment. Et on peut entamer le calcul, le dernier calcul, mais aussi le plus important de notre recherche, puisque c'est celui qui va nous permettre de trouver une valeur de x1 pour laquelle le rectangle devient carré. Ces calculs, une fois aboutis, nous donnent un résultat de x1 qui vaut b au cube plus bc au carré moins a au carré fois b sur 2b au carré plus racine de 2 au carré fois b au carré plus 2a carré c carré plus 2b carré c carré moins a puissance 4 moins b puissance 4 moins c puissance 4. Cette seconde animation valide nos calculs puisque peu importe les longueurs des côtés du triangle, nous aurons toujours la possibilité d'y mettre notre moule carré grâce à la formule obtenue précédemment. Ainsi, les mensurations du carré peuvent être trouvées à partir des longueurs des côtés de notre pâte, ici représentées par le triangle ABC. En conclusion, la problématique abordée laissant place à un champ de résultats excessivement vaste, nous avons choisi de limiter nos recherches afin de nous focaliser sur deux cas particuliers seulement. En l'occurrence, le premier supposant que la pâte est de forme circulaire, ainsi qu'un second supposant qu'elle est de forme triangulaire. Ce n'est pas sans une certaine fierté que nos prospections ont finalement abouti à deux formules, traitant respectivement de chaque éventualité. Il est désormais possible à Chloé de préparer ses sablés en toute tranquillité d'esprit. Toutefois, il est tout à fait envisageable d'élargir le problème à d'autres types de polygones, quadrilatères, pentagones, hexagones et j'en passe. Cependant, la solution dépendra à chaque fois de la nature de la forme étudiée. Pour finir, un grand merci à chacun d'entre vous pour nous avoir accordé temps et attention durant la présentation de ce projet qui nous tenait particulièrement à cœur. Nous tenons également à adresser toute la reconnaissance qu'il aurait due à nos professeurs, M. Belmansour, Mme Kasdali et particulièrement M. Trunkenwald pour leurs précieux conseils. Sans leur patience et leurs efforts à nos côtés tout le long de l'année, ce travail n'aurait probablement jamais vu le jour. Nous arrivons donc au terme de notre présentation. Certains d'entre vous auraient-ils des questions ?
Bien, mais écoutez, c'est nous qui vous remercions, qui vous félicitons pour votre travail. Tout le public qui est sur YouTube est unanime, vous félicite pour tout ça. Ces formules sont assez impressionnantes. On voit que vous avez beaucoup cherché et manipulé plein d'expressions littérales dans tous les sens. Et c'est satisfaisant que ça ait été fructueux, donc bravo à vous. Je me fais le porte-parole du public pour les quelques questions qu'il peut y avoir. Alors, il y en a qui ont trouvé leur réponse entre-temps. On nous demande, tiens, par exemple, s'il y a des applications qui concernent d'autres domaines que la pâtisserie. Est-ce que vous vous êtes posé la question de à quoi ça pouvait servir d'autre Oui, de se poser de telles questions? Alors, on oui. vous écoute. En fait, notre recherche, ça s'apparente ça s'apparente surtout à de la géométrie. Donc, Mhm. ce qu'on a fait, ça peut toucher tous les domaines qui sont éloignés ou proches de la géométrie. Là, tout de suite, je pense surtout à l'architecture, Mhm. mais ça peut Oui, aller oui, au-delà. c'est une bonne réponse. L'architecture, ça peut tout à fait être concerné. Bon, ensuite, il y a eu quelques discussions dans le chat sur quand est-ce qu'on a une pâte triangulaire, donc entre les formes de pâte de croissant ou de chocolatine. Il y a eu quelques petites discussions là-dessus. Alors, on vous demande si vous avez comparé les tailles des trois carrés qui sont appuyés sur chacun des côtés, j'imagine. C'est-à-dire, c'est une question qui était revenue par ailleurs. Si vous choisissez une autre base que celle que vous avez choisie, qu'est-ce qui se passe pour votre moule? Enfin, pour votre emporte-pièce, pardon. Vous vous êtes posé cette question. Comment ça, une autre base, une autre forme géométrique? Une autre base, par exemple, sur le triangle. Vous avez choisi une des trois bases, si je ne dis pas de bêtises. Enfin, je ne veux pas Oui. mal interpréter les questions du chat, mais il me semble que c'est ça qui est signifié. Et donc, si on choisit une des deux autres bases possibles, est-ce que vous avez regardé ce qui se passe? Le résultat reste le même, seulement avec des Mhm. côtés différents, puisque la formule d'Al-Kashi, elle est réciproque entre les différentes bases Ok. du triangle. Ok. Ensuite, alors, il y a une question, mais je ne vois pas. Ouais, je vois pas comment vous la retranscrire. On vous demande aussi si vous êtes aidé d'un logiciel de calcul formel pour vérifier vos calculs, parce que là, vos calculs sont assez monstrueux, comme on l'a dit. Est-ce que vous avez utilisé un logiciel pour les vérifier, vos résultats? Alors, à moins que notre professeur de mathématiques soit un logiciel de vérification, non, On va dire que oui, hein, techniquement. j'espère que oui, Euh, normalement oui. Mais après, on a utilisé le Après, ouais, algebra voilà. pour vérifier si nos calculs étaient bons et si on avait bien un carré. Donc, a priori, ça D'accord. marche. Ok. Euh, et ensuite, ah oui, une autre question qui est pas bête. Est-ce que en inclinant le carré, j'imagine par rapport à la base, on peut utiliser un emporte-pièce carré toujours plus grand? C'est-à-dire, est-ce qu'au lieu de le coller sur le bord de la base, c'est-à-dire que le côté du carré soit confondu avec la base, est-ce qu'en l'inclinant, est-ce qu'on peut obtenir un porte-pièce plus grand, à votre avis? On ne sait pas. D'accord. Moi, à mon avis, Faudrait faire d'autres calculs. je pense que sûrement, mais après, dans le problème, ils nous ont demandé que les quatre coins de l'emporte-pièce soient sur le bout de la patte. Du coup, je pense pas que ce serait possible si on inclinait l'emporte-pièce. Mhm. Il y Ok. aurait un coin qui serait pas sur le bout de la patte. Oui, ok. Une dernière question. En gros, oui, le carré ne serait pas inscrit, quoi. C'est ça que vous voulez dire. Euh, Exactement. Du coup, oui, alors je reviens sur la question d'avant, puisqu'il y a des réactions à votre réponse. Sur les trois carrés, si on les prenait sur trois bases différentes, la question n'est pas bête, hein, donc on vous a demandé qu'est-ce que vous en pensez, vous dites que ça revient au même à peu près. Euh, Est-ce que vous êtes sûr que les trois carrés qu'on va construire à ce moment-là ont la même aire et donc ont le même côté? Et je pense que ce sera la dernière question parce qu'il faut qu'on passe à l'exposé suivant après. En plus, on va faire. Pardon, monsieur, il y a eu une coupure, j'ai pas bien entendu. Est-ce que vous pourriez répéter Je reprends, la pardon. question? La question, c'était est-ce que on a donc trois côtés dans notre triangle, et donc là, vous avez choisi, vous, une base où vous avez posé le carré, vous avez trouvé votre formule, très bien. Et la question qui est posée dans le chat, c'est que se passe-t-il si on prend une autre base? Est-ce que les carrés ont obligatoirement la même surface ou pas? Est-ce qu'ils ont le même côté, donc, puisque la question qui se pose est la même? Qu'est-ce que vous en pensez? Euh, Par rapport à la symétrie de la formule, on peut remplacer A par B et C et faire la même Mhm. chose avec les deux autres côtés.
Maintenant, est-ce que le carré aura la même R? Je sais pas. Peut-être fait, pas. c'est Mais pas il le aura but. la même formule. En tout cas, x1 aura la même formule. Ok. La taille de l'emporte-pièce va changer puisque les côtés seront forcément soit plus petits, soit plus grands. En fonction de Mhm. notre base, est-ce qu'elle sera, on la prendra, enfin, est-ce qu'elle sera, ce sera la plus grande longueur ou pas? D'accord. Ok. Ok, bah écoutez, je crois que ça répond aux questions. On a un tout petit peu débordé. En tout cas, à nouveau, nous vous remercions pour la qualité de votre travail, la qualité de votre présentation aussi. Et il ne nous reste qu'à vous encourager à continuer à travailler sur les mathématiques. Merci beaucoup à tout le groupe en tout cas et à vos professeurs. Merci à vous. Merci à vous.